Bonjour, bonjour. Donc je me retrouve afin de vous faire la FAQ comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo bilan. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés, toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai reçu pas mal de choses, dont des questions vraiment hyper intéressantes, dont certains sujets que je n'ai pas abordés. Donc je suis hyper contente de tourner cette FAQ et de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. On va commencer par répondre à quelques petites questions rapides. Vous m'avez beaucoup demandé quel est le pays où il y a les plus belles plages, quel est le pays où il y a les plus belles randonnées. Donc je vais répondre à plusieurs petites questions rapidement comme ça. Quel pays, selon nous, parmi les 10 pays qu'on a fait, est le meilleur dans tel ou tel sujet? Petit disclaimer, tous les avis que je vais donner maintenant, ça concerne uniquement les choses qu'on a vues sur notre propre ressenti de voyage. Peut-être que ce sera totalement différent pour une autre personne, ce que je respecte totalement. On va commencer. Quel pays a la population la plus accueillante selon nous? Très difficile de faire un choix entre les Thaïs et les Cambodgiens, mais je pense que je mettrai quand même les Cambodgiens en numéro 1 parce que notre arrivée dans le pays était super, nos arrivées dans les villes, pareil, les gens étaient hyper avenants. En Thaïlande, ils sont également avenants aussi, c'est pour ça que ça a été très dur, mais je trouve qu'en Thaïlande, en fonction de l'endroit où vous allez, il y a quand même des petites différences, alors qu'au Cambodge, partout, tout le temps, l'accueil était juste dingue. Donc c'est pour ça que je placerai quand même le Cambodge en numéro 1. Quel est le pays où les gens sont plus aidants, où on va plus vous venir en aide si jamais vous avez un problème? Et là, par contre, je mettrai la Thaïlande en numéro 1. Alors peut-être que mon avis est un peu biaisé dans le sens où c'est en Thaïlande où il nous est arrivé le plus de galères entre guillemets. Donc c'est là où justement la population a dû nous venir en aide. Je pense notamment à notre panne de scooter ou à des petites choses comme ça. En tout cas en Thaïlande, si vous avez un souci, vous pouvez vraiment compter sur la population. Quel est le pays où on peut le plus facilement créer du lien? Il y en a plusieurs auxquels je pense. Le choix était difficile entre la Malaisie, les Philippines et le Sri Lanka, parce que c'est 3 pays où on parle anglais. On peut aussi également facilement créer du lien en Thaïlande ou au Cambodge, mais c'est plus difficile par rapport à la barrière de la langue, alors que dans les 3 pays que je viens de vous citer, là c'était beaucoup plus simple pour créer du lien avec les gens, pour discuter avec eux et avoir des échanges. Mais je pense quand même que je placerai la Malaisie en numéro 1 parce que les locaux viennent très facilement vers vous. On aime beaucoup discuter là-bas et on a eu pas mal d'échanges avec la population et c'était à chaque fois très intéressant. Quel pays avec les cascades les plus impressionnantes? Donc je pense direct au Laos parce que c'est là où on a été le plus subjugué par les cascades qu'on a vues. On en a vu pas mal dans plusieurs pays différents. Mais c'est vrai qu'au Laos, elles sont pour le coup vraiment impressionnantes. Donc je mettrai le Laos en numéro 1. Le pays où il y a selon nous les plus belles randonnées, sans hésitation, la Corée. On voit pas du tout la Corée comme ça, c'était pas du tout l'image qu'on en avait et pourtant il y a des parcs nationaux absolument partout. À chaque fois c'est ultra différent avec une biodiversité différente, des points de vue très différents. Enfin, on a été vraiment hyper impressionnés de la Corée de ce côté-là. C'est vraiment facile pour le coup d'en faire en Corée parce que tout est super bien indiqué, c'est balisé, les chemins sont dégagés. Le pays où il y a les plus belles plages, ça ne va pas vous surprendre, mais évidemment les Philippines. Bien sûr, il y a de très jolies plages ailleurs, je pense à la Thaïlande, à la Malaisie, mais les Philippines, ça surpasse tout niveau plage. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, si vous cherchez des jolies plages en Asie, direct Philippines. Alors le pays où on a le mieux mangé et le pays où on a le moins bien mangé. Donc le mieux mangé, ça se bat entre Taïwan et Malaisie, mais on mettrait quand même Taïwan en numéro 1 parce qu'il y a une diversité de nourriture qui est affolante. Peu importe ce que vous aimez, il y a de tout. Même le sucré est très bon là-bas. C'est vraiment pas cher et c'est pas trop épicé pour le coup pour l'Asie. Et le pays où on a le moins bien mangé, c'est évidemment les Philippines. À moins de mettre le budget, on mange pas bien aux Philippines dans le street food, il y a beaucoup de fast food et ouais, c'est vraiment pas bon. Le pays avec le meilleur réseau de transport, je pense au Sri Lanka. C'est vraiment le moyen de transport, le bus là-bas. Les locaux se déplacent partout avec ça. Vous pouvez aller absolument partout en bus. Vous n'attendez jamais, il y a des bus tout le temps, même si vous partez à 300 km de l'endroit où vous êtes, il va y avoir un bus dans l'heure qui suit
Et ouais, franchement, le réseau de bus c'est impressionnant. Alors après, certes, le confort n'est pas là, mais pour le coup, on peut pas dire que c'est difficile de se déplacer au Sri Lanka. C'est même très très simple grâce à ce super réseau de transport. Donc pays avec le meilleur hébergement et le moins bon hébergement. Là, je vais parler en termes de rapport qualité-prix. Numéro 1, pour nous, le meilleur, c'est le Sri Lanka. Pour le coup, vous pouvez avoir des chambres à 9 €, 10 €, petit déjeuner compris, ultra propre, grande, confortable, calme. Vraiment, on peut pas faire mieux que le Sri Lanka niveau hébergement. On a été hyper surpris parce que quand vous réservez une chambre et que vous voyez qu'elle coûte 9 € avec les petits déjeuners, bah vous savez pas trop à quoi vous attendre. Mais pour le coup, c'était vraiment super. On a eu vraiment des hébergements pas mal au vu du prix. Et le moins bon hébergement, alors pareil, je parle en termes de rapport qualité-prix. Pour nous, c'est les Philippines. Vous payez cher pour ce que c'est. Et ça nous est déjà arrivé de payer 30 €, ce qui est cher pour l'Asie, pour une chambre sans eau chaude, sans fenêtre. Voilà pour répondre un petit peu aux questions rapides, plus ciblées, donc sur les pays et leurs points forts et points faibles selon nous. Là, on va passer donc directement à vos questions un peu plus détaillées. Donc on m'a demandé quel matériel on utilise et quel est le temps de montage par jour. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais on va y répondre à nouveau ici. Je filme tout avec la GoPro Hero 9. Les images de drone sont prises avec le DJI Mini 2. On est très content de ces deux outils que l'on a eu à notre disposition pendant cette année. Pour moi, la GoPro c'est ultra pratique parce que c'est vraiment une caméra tout terrain. C'est petit, vous pouvez l'emmener partout. Pour le coup, elle va dans l'eau, elle craint pas la poussière, elle craint pas les chocs. Enfin, vraiment, pour le type de voyage qu'on faisait, c'était juste le top. Donc zéro regret, la qualité en plus rend bien, vous avez le grand angle. Et pour le drone, pareil, pas de regret pour nous, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on propose sur YouTube, ça nous suffit. Il est petit, il est léger, donc c'est facile de transporter partout, ça prend pas beaucoup de place. Comme il fait moins de 250 grammes, il n'y a pas de réglementation particulière dans la plupart des pays, vous pouvez l'emmener partout, on n'a eu aucun souci nulle part. Donc ça c'est pareil, c'est top. Au niveau du temps de montage par jour, ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'on fait, mais on va dire que ça me prenait à peu près entre 1 heure et 3 heures. Donc on nous a demandé également à quel moment on avait quitté nos travails, donc avant le départ. On était tous les deux, mon monsieur et moi, en CDI et on a quitté nos emplois à peu près 1 mois avant de partir. Tout simplement parce qu'on voulait prendre le temps d'aller voir nos familles, d'aller voir nos proches, de dire au revoir à tout le monde. Donc on a préféré se laisser un petit temps pour souffler et faire les derniers préparatifs tranquillement avant de partir. On m'a demandé, ne t'es-tu pas senti parasité de tout filmer ou de ne pas vivre dans le moment présent? Quand je voyais tes vlogs, je me demandais comment tu arrivais à tout faire, cela a dû être éreintant. Pas du tout. À aucun moment la caméra a été un poids pour nous, au contraire, il y a certaines fois où on l'avait malheureusement pas avec nous et on s'est dit mince, ça on aurait bien aimé le filmer. À aucun moment j'ai vu ça comme une contrainte. Globalement, on a la chance de voyager avec une GoPro, donc c'est petit, c'est léger. Donc par exemple, quand on marche dans la rue, on va juste la tenir à la main et généralement on va même pas regarder l'écran. Genre on va marcher et elle va être là, mais on va regarder ce qu'on a devant nous, on va pas du tout regarder la caméra. Donc c'est pas gênant. Après on est également deux, donc des fois c'est monsieur qui filme, des fois c'est moi. Concernant la fatigue, est-ce que cela a dû être éreintant? J'aurais tendance à répondre non, dans le sens où mon monsieur et moi on est quand même des personnes qui avons besoin de calme pour nous ressourcer. Donc en fait qu'il y ait eu les vlogs ou qu'il n'y aurait pas eu les vlogs, ça aurait été la même chose. On aurait eu besoin de temps solo le soir au calme dans la chambre pour se poser un peu. On n'est pas H24 dehors. Dans tous les cas, les soirs on était posés. Et donc moi j'aime monter, j'aime regarder les rushs qu'on a pris. Ça n'a pas été plus fatigant que ça, juste les temps où j'étais posée les soirs, bah à la place de regarder des vidéos YouTube ou de regarder une série, bah moi je passais mon temps sur le montage, mais ça m'allait très bien. On m'a demandé quelle assurance avez-vous pris, quelle carte bleue et est-ce que niveau change cela a été. Niveau assurance, on est parti avec l'assurance Chapka. J'ai eu besoin donc de l'utiliser 2 fois quand j'ai été malade au Laos et ça s'est super bien passé. Après c'était pas des gros montants, j'en ai eu pour une 50aine d'euros en tout. Mais direct le lendemain j'avais une réponse par mail et la semaine d'après j'ai direct été remboursée pour tous les soins que j'avais dû avancer et l'ordonnance des médicaments. C'est la seule fois où on l'a utilisé et j'ai été plutôt contente de leur activité. Au niveau des cartes bleues, donc on est parti moi avec la banque N26, donc la carte Mastercard, et monsieur avec Boursorama, donc une carte Visa. On a fait 2 banques différentes parce que justement on voulait avoir une Mastercard et une Visa.
Et pareil, on n'a pas eu de soucis particuliers. Au niveau du change, eh bien on ne fait pas de change tout simplement. On tire directement au distributeur avec nos cartes quand on arrive dans le pays. Donc vu que c'est des cartes internationales, on n'a pas de frais, hormis les frais de distributeur qu'il y a de temps en temps dans certains pays. Donc pour les billets d'avion, vous les prenez avec ou sans annulation. Prenez-vous les vols intérieurs avant le départ. On prend toujours les vols sans annulation tout simplement parce que ça coûte bien trop cher de les prendre avec. Et est-ce qu'on prend les vols intérieurs avant le départ? Non. On les prenait généralement quelques semaines à l'avance. Tout simplement parce que les vols généralement au sein d'un même pays, ça coûte pas très cher que vous les preniez quelques mois avant ou quelques semaines avant, hormis s'il y a un jour férié, des vacances ou que sais-je, le prix va être quand même sensiblement le même. Ne regrettes-tu jamais tes propos ou d'avoir pinaillé pour des broutilles? Déjà, je ne considère pas que j'ai pinaillé pour des broutilles. En faisant ces vlogs, j'ai fait le choix de montrer la réalité, de pas forcément montrer que les belles images ou que les beaux aspects d'un pays. Donc à partir du moment où j'ai fait ce choix, oui, il y a eu des moments où je me suis plainte, des moments où j'ai même pleuré en vidéo, des moments où j'ai exprimé mon mécontentement, des moments où j'étais en colère. Et oui, j'ai filmé tout ça parce que je voulais montrer que non, le voyage c'est pas forcément tout rose, qu'il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Et je trouve que dans les vidéos, les gens ont tendance à montrer que les beaux moments, que les belles images, et le voyage c'est pas que ça. Donc ça me tenait vraiment à cœur de montrer toute cette partie, de montrer vraiment la réalité d'un voyage. Je regrette aucun des propos que j'ai pu tenir, tout simplement parce que quand je prenais la caméra, des fois je l'ai prise sous le coup de l'émotion. Mais voilà, il y a le montage derrière, donc quand il y avait des choses que je devais cutter, je cutais. Et les propos que j'ai pu tenir, généralement c'était quand même des propos qui étaient réfléchis, tout simplement parce qu'on est sur internet et on sait jamais comment les choses vont être interprétées. Donc je prenais bien soin quand j'avais des propos qui je savais pouvaient porter à controverse, de choisir mes mots, de bien exprimer ce que je ressentais, pourquoi je ressentais ça. On a tous des niveaux de tolérance différents. Peut-être que quelque chose que moi je vais trouver totalement normal, une autre personne, pour elle ça va être inadmissible et vice versa, et c'est ok. C'est juste la vie en fait, tout simplement. Donc à quel point as-tu préparé le voyage avant le départ? Itinéraire précis ou non, transport, lieu d'intérêt? As-tu tout organisé en fonction de tes ressentis? Vous le savez, je vais pas m'éterniser sur la question pour les personnes qui me suivent depuis un an maintenant. J'organise tout en avance, les itinéraires sont prêts en avance, je peaufine juste certains détails. Voilà, je nous considère plutôt comme des voyageurs organisés et on n'est pas du style à tout prévoir au dernier moment. Penses-tu que Kuala Lumpur est vivable pour une expatriation? Que penses-tu des habitants de Kuala Lumpur? Alors, je ne peux pas répondre à cette question et à toutes les questions qui vont traiter de l'expatriation, tout simplement parce que je ne suis pas concernée. Je suis allée à Kuala Lumpur donc 4 jours. Visiter une ville en tant que voyageur et s'y installer, c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même expérience. Après, qu'est-ce que je pense des habitants de Kuala Lumpur? J'en pense du bien, rien de négatif à en dire. Lorsque vous avez des scooters ou des vélos, avez-vous des dispositifs pour éviter les vols, notamment en Thaïlande et à Taïwan? Donc, je vais pas dire que les vols n'existent pas dans ces pays parce que c'est pas vrai, mais il faut bien se mettre en tête que c'est pas du tout la France, c'est pas du tout l'Europe et c'est pas du tout dans leur culture de voler. En Thaïlande, ça arrive fréquemment que les gens laissent leurs clés de scooter sur le scooter et qu'ils s'en aillent faire une course, manger au restaurant, etc. Il y a rien de choquant, c'est normal et il y a personne qui va toucher à leur scooter ou leur voler. Pareil pour Taïwan, c'est même encore pire. Les gens partent en randonnée 2-3 heures et ils vont laisser leur sac sur leur scooter sans attache, sans rien. Ils vont aller commander au restaurant et pareil, ils vont laisser leur téléphone, leur ordinateur, leur sac à main comme ça, posé sur une table pendant 5-10 minutes et c'est pareil, il va absolument rien se passer. Voilà, il faut rester sur ses gardes comme partout, mais du coup on s'inquiétait pas du tout au niveau du scooter ou du vélo. Mon conseil ce serait quand même de se fier aux locaux. Par exemple au Laos, quand on louait des scooters, on nous disait souvent alors faites attention dans tel coin, il peut y avoir des vols, ou alors des fois quand on les louait, ils nous donnaient directement des chaînes avec un cadenas, ils nous disaient surtout attachez-les bien à chaque fois, bloquez les roues, etc. Donc voilà, mon conseil ce serait plutôt de se fier aux locaux, mais honnêtement il n'y a vraiment pas de crainte à avoir à ce propos.
un pays en plus que tu aurais aimé faire. Il y en a plein. Le pays que j'aurais vraiment aimé faire, c'est l'Indonésie. Sinon, il y a également le Japon que j'aurais aimé faire. Pareil, on l'avait pas du tout prévu sur ce voyage, notamment pour une question de budget. Et il y a également la Birmanie que j'aurais vraiment adoré visiter. C'était sur mon top de pays à faire en Asie. Mais malheureusement, à cause de la guerre civile qui est actuellement là-bas, c'est juste pas possible d'y aller. Donc j'espère que ça s'améliorera et qu'il sera à nouveau et qu'on puisse à nouveau aller dans ce pays dans quelques années. On croise les doigts. Comment faites-vous pour arriver dans un pays sans avoir de billet retour, notamment en Thaïlande? Cette question, ça vous tracasse vraiment cette histoire. On me la pose à chaque fois. Donc comment on fait? Eh bien tout simplement, on fait pas. Plus sérieusement, en Thaïlande, donc on est arrivé plusieurs fois en avion et jamais on nous a demandé de billet retour, même par frontière terrestre d'ailleurs. Jamais. Donc voilà, tout simplement. Franchement, c'est très rare qu'on ait dû montrer un billet retour. On a dû en montrer à chaque fois pour aller au Vietnam, mais on les avait, donc ça posait pas de soucis. Mais sinon, il existe un site pour louer des faux billets d'avion pendant 24 heures. Ça coûte 20 $, il me semble, par billet. Ça s'appelle Best One War Tickets, je vous note le nom à l'écran. Auriez-vous pu poursuivre l'aventure ou commencez-vous à ressentir de la lassitude? Alors lassitude, non. Au bout de 12 mois, on était toujours hyper contents de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir un nouveau pays. Donc on ressortait pas vraiment de lassitude. Après, honnêtement, au bout d'un certain temps, c'est vrai que on peut être moins émerveillé par les choses. Voyager, c'était devenu notre quotidien. Donc on avait l'habitude, on avait notre routine. Il y a des fois où on était vraiment devant des choses très très jolies, mais voilà, on avait vu mieux dans le pays d'avant et donc du coup on était moins subjugué par ce qu'on avait sous les yeux. Mais après on n'était pas lassé pour autant. On aurait pu continuer dans le sens où on a adoré et voilà, je pense qu'on aurait encore pu tenir quelques mois sans souci. Mais on avait envie de rentrer au bout de cette année parce que voilà, c'était ce qu'on s'était dit, c'est on partait entre 6 mois et 1 an. On est finalement resté 1 an et c'était juste trop bien, mais on avait envie de rentrer pour retrouver nos familles surtout. Et également parce que au bout d'1 an dans le sac à dos, au bout d'1 an à changer d'hôtel tous les 3-4 jours, ça devient fatigant. J'avais envie d'avoir un chez nous et de retrouver un peu plus de stabilité. Donc on avait quand même envie de rentrer. Avez-vous eu des situations stressantes hormis donc mes soucis de santé? Oui, il y a eu plusieurs situations stressantes, mais c'est normal en 1 an. J'ai tendance à être plus vite stressée que mon monsieur, donc il y a des situations parmi celles que je vais vous lister qui pour moi ont été très stressantes alors que pour mon monsieur pas du tout, et il y en a certaines où on était tous les deux en stress. Après il n'y a jamais eu de vraiment gros stress, mais c'est des situations parmi lesquelles on n'a pas été à l'aise. Donc il y a notamment le bateau qu'on avait pris pour aller sur l'île de Koh Lipe en Thaïlande. On a eu un trajet de la mort pendant les 40 premières minutes. On était dans un petit bateau, ça bougeait dans tous les sens, tout le monde était malade. J'ai cru vraiment qu'on allait y passer sur cette traversée, c'était vraiment pas du tout rassurant. Et en plus ça faisait même pas 1 mois qu'on était parti, donc autant vous dire que j'ai stressé ensuite sur tous les trajets en bateau qu'on a pu faire. Mais voilà, c'est le seul trajet heureusement où j'ai vraiment eu peur, mais pour le coup ouais, c'était vraiment une traversée horrible. La deuxième situation stressante à laquelle je pense, c'est la randonnée qu'on a fait à Sokcho dans le parc national de Seoraksan en Corée. On s'est mangé la tempête en arrivant en haut, il pleuvait des cordes, il y avait des bourrasques devant, ça faisait peur. Heureusement on avait une rambarde pour se tenir, mais vraiment c'était horrible, c'était digne d'un film d'horreur. Ça glissait, on s'envolait partout, on était vraiment obligé de se maintenir à la rambarde pour pas s'envoler. Je m'étais dit bon ok, là à tout moment il y a un arbre ou un rocher qui nous tombe sur la tête et c'est fini. Donc voilà, au final ça s'est bien fini, mais je vous avoue on faisait vraiment pas les malins ce jour-là. Troisième situation stressante, donc c'était à Ben Tre, donc au Vietnam. On avait un bus normalement pour aller donc directement de Stoc Trang à Ben Tre, et au final le bus s'est arrêté genre 25 km avant en nous disant bon c'est fini, on s'arrête là. Petit stress pour nous. Heureusement on a réussi à s'arranger pour partir en moto, donc monsieur sur une moto et moi sur une autre, donc ont fait le trajet gratuitement, mais heureusement parce que c'est là qu'on s'était fait arnaquer. Bref, je vous invite à aller voir le vlog concerné parce que c'était du grand n'importe quoi ce jour-là. Ouais, ça a été stressant dans le sens où on avait quand même donc 25 km à faire, on avait nos gros sacs, on est monté sur les motos évidemment sans les casques.
il roulait vite et voilà, à tout moment il y a une ficelle du sac qui se prend dans la roue et hop on dégage. Donc ouais, c'était vraiment une situation vraiment stressante ce jour-là et voilà, on l'a fait parce que malheureusement on n'avait pas d'autre choix. Quatrième situation stressante, c'était au Sri Lanka. Donc c'était un soir, on était sortis pour manger, donc on sortait tout juste du restaurant. On avait genre 5 minutes de marche à peine, on était vraiment tout proche de notre homestay. Et il y a un monsieur sorti de nulle part qui nous a repérés, donc on était dans un endroit pas très touristique et qui est venu nous voir. Il ressemblait un peu à un mendiant mais on n'est pas trop sûr. Il nous a demandé de l'argent, on a refusé et on a continué à notre chemin sauf qu'il nous a suivis. Et je sais pas, j'ai eu une situation d'alerte en mode ok, il faut qu'on aille là où il y a du monde. Et donc on a juste eu à traverser la rue en fait. Et de l'autre côté il y avait un supermarché avec pas mal de gens sur le parking. Et donc on est allé de ce côté et il nous a pas du tout suivis à ce moment là. Mais direct j'étais en mode ok, lui je le sens pas, il faut qu'on aille à un endroit où il y a du monde pour être plus safe. En parlant de ça, pareil, à Kuala Lumpur, c'est là où je me suis pas trop sentie à l'aise le soir. On était dans un quartier où il y avait quand même pas mal de mendiants et on se faisait pas mal alpaguer quand on marchait dans la rue en allant manger ou en revenant de manger. Ça nous est arrivé plusieurs fois, voilà, qu'on nous demande de l'argent. C'était jamais très insistant, mais ouais, j'étais pas hyper safe les soirs dans Kuala Lumpur. Il y a eu également donc, le bateau qui avait été annulé aux Philippines à quelques jours avant qu'on quitte le pays. On s'est retrouvé bloqué donc sur l'île de Sibuyan sans savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir partir parce qu'on était passé en vigilance tempête, donc tous les bateaux ont été annulés. Par chance, on a pu partir le lendemain, juste rester bloqué une nuit supplémentaire. Mais autant vous dire, quand vous êtes sur une île aux Philippines perdue en plein milieu de nulle part, que on vous annonce que vous êtes en vigilance tempête et qu'en plus de ça vous avez un avion qui part 5 jours plus tard et que vous savez pas si vous allez réussir à l'avoir à temps, heureusement qu'on avait prévu large. Mais voilà, on était quand même un peu inquiets ce jour-là. Une autre situation stressante, évidemment, j'y pense, c'est quand on a découvert que ma carte bleue avait été piratée. Donc elle avait été piratée dans un hôtel en Malaisie. On avait réussi à prendre mes coordonnées bancaires sur un wifi, donc un hacker tout simplement. Et je m'en suis rendu compte quand on était au Vietnam parce qu'en me réveillant un matin, j'ai eu la surprise de voir qu'on avait essayé de me prélever 800 €. Donc je n'avais pas l'argent sur mon compte, ça n'est pas passé. Mais ouais, petit stress d'apprendre qu'au bout de 3 mois de voyage, voilà, ma carte bleue est piratée et que je vais pas pouvoir m'en faire envoyer une parce que je ne rentre que dans 9 mois. Donc super. Heureusement, on a réussi à faire le nécessaire avec la banque, donc je bloquais ma carte à chaque fois en fait pour qu'il n'y ait aucun paiement, aucun prélèvement qui passe. Et quand je voulais l'utiliser, je la débloquais pour l'utiliser sur le moment T. Donc j'ai fait ça pendant tout le voyage, c'était pas le plus pratique, mais voilà, pas le choix. Que faites-vous depuis votre retour en France? Tout simplement, on travaille, voilà, il n'y a pas de secret. On veut repartir, il y aura une saison 2, je l'annonce. Donc ouais, on travaille pour remettre de l'argent de côté et pour pouvoir repartir au plus vite. Aviez-vous la garantie d'un emploi à votre retour ou avez-vous commencé à postuler pendant le voyage? Avez-vous trouvé rapidement? Donc non, on n'avait pas du tout la garantie d'un emploi comme on avait quitté nos CDI. Moi j'ai commencé à postuler quand on était donc au Sri Lanka, genre 2 semaines avant qu'on rentre. Et j'ai décroché d'ailleurs un emploi alors qu'on n'était même pas encore rentré. Et monsieur lui a trouvé donc directement à notre retour en France. Une semaine après notre retour il avait son job, donc ça s'est fait très vite. On n'a pas du tout galéré de ce côté, donc c'est cool. 3 semaines après notre retour on avait notre appart et on recommençait à travailler tous les deux, donc retour qui se passe plutôt bien. Avez-vous eu des moments difficiles en vivant tout le temps ensemble? Comment bien préparer son sac à dos? Comment s'est passé le retour en France? Émotions, retour dans un job, etc. Moments difficiles, donc non, on n'a pas eu de moments difficiles. Honnêtement, ça a peut-être été tendu 1 ou 2 fois, mais voilà, c'est normal. Mais on n'a jamais eu de moments difficiles, jamais eu des moments où on s'est tapé sur les nerfs, où on s'est pas supporté. Après voilà, monsieur et moi on a l'habitude d'être ensemble. Après ça aurait pu mal se passer parce que le voyage c'est quand même un contexte bien différent de la vie quotidienne. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Rien de négatif, au contraire, même plutôt beaucoup de positif. Comment bien préparer son sac à dos? Donc j'avais déjà fait une vidéo dédiée avant le départ.
que je vous remets donc juste ici. Je vous invite à aller la voir. Comment s'est passé donc le retour en France? Les premières semaines, trop bien. C'était trop bien de revoir tout le monde, de remanger français, voilà, c'était juste trop bien. J'ai eu quand même un petit coup de mou au moment où on a eu un chez nous, où on est retourné travailler. Les premiers jours, ça a été très dur pour moi, psychologiquement, de me dire bon ok, là on est chez nous, on est là pour les 6 prochains mois. Là, je ne refais pas mon sac à dos dans 3 jours pour partir à l'aventure. Non, ça c'est fini. Enfin, c'est fini pour un temps, mais là, en tout cas pour les prochains mois, c'est fini. J'ai dû me faire un peu violence, me fixer sur des choses plus positives et en fait me fixer d'autres objectifs. Ça m'a aidé à passer au-dessus de ça parce que même si je suis en France et que là je travaille, je sais pourquoi je travaille pour repartir à nouveau. Donc c'est juste ultra motivant. Je me suis également mis à préparer le nouvel itinéraire et fixer d'autres objectifs. Donc côté professionnel évidemment, mais aussi côté perso, par exemple améliorer mes compétences en montage ou ce genre de choses. Et voilà, au bout de quelques jours, le petit coup de déprime est passé, mais c'est vrai que j'ai eu une phase un petit peu compliquée, mais aujourd'hui tout va mieux. Et donc on arrive à la dernière question de cette FAQ, donc quels sont nos projets futurs? Nos projets futurs, tout simplement, là on va travailler pendant les 6 prochains mois où on va rester en France, économiser au maximum et dans 6 mois on va repartir à nouveau. Donc là on n'a pas encore les billets d'avion, ça ne saurait tarder. On sait déjà plus ou moins les pays qu'on va faire. Dans 6 mois on repart, donc normalement au courant novembre. On ne repartira certainement pas pour un an, tout simplement parce qu'on n'aura pas le budget pour et parce qu'un an c'est quand même long. Donc on espère pouvoir repartir pour 6 mois. Mais oui, il y aura un nouveau départ et oui, il y aura bien une saison 2. Je suis super contente encore une fois de vos retours et des 98 vlogs qui sont sur cette chaîne et que j'ai réussi à maintenir pendant un an. Donc j'espère avoir pu répondre à vos questions. Et je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Je pense que je referai des petites vidéos donc de préparation avant le départ pour vous montrer un peu le contenu du sac à dos, comment on appréhende cette nouvelle saison, ce nouveau voyage. Tout ça ce sera donc dans quelques mois. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.